Le pont des Corbeaux. Prologue. 18 janvier 1944. Depuis le début de la journée, le ciel est resté plombé. Et en début d'après-midi, la neige s'est mise à tomber, abondante, ajoutant encore des centimètres à la couche déjà existante des chemins qui mènent à une ferme isolée, non loin du torrent de l'eau noire. L'atmosphère est glaciale et la visibilité est très réduite depuis que le blizzard a commencé à souffler vers 16 heures. Le père Borda a bien choisi son jour pour mourir, monsieur le curé. Bon sang, il y a un moment que nous avons eu un froid pareil, et en plus avec cette neige, on ne voit pas grand-chose. Les voies du Seigneur sont impénétrables, Larsen. Ceci dit, il fallait s'y attendre. Le père Borda approchait les 86 ans, et puis il a enfin rejoint son Apolline. Et au moins, nous sommes arrivés à temps pour l'extrême-onction. Le brave vieux est parti en paix. Le silence s'installe de nouveau, seulement perturbé par le crissement de la neige sous leurs pas. Les deux hommes avancent lentement, sur le chemin avec leur lampe tempête, précédés par l'énorme Saint-Bernard d'Arsène de Villa. Soudain, juste avant l'embranchement avec la route du col, le chien s'élance en aboyant. « Qu'est-ce qu'il y a, Grizzly ?» grogne Larsen. Avec le blizzard, impossible d'y voir à 20 pas. Le Saint-Bernard fait des allers et retours frénétiques. « Je crois que votre chien a perçu quelque chose, et je ne l'ai jamais vu se tromper, » émit le curé. « C'est bien pour cela que je vous ai demandé de m'accompagner chez les Borda avec lui, pour être sûr de ne pas me perdre avec ce temps. Nous ferions mieux d'aller voir. » Ils suivent Grizzly, s'enfonçant dans la poudreuse pendant une trentaine de mètres en montée. « Regardez, une voiture. Quelle idée de rouler avec ce temps. » Le chien tourne autour du véhicule qui semble avoir dévalé la pente en faisant des tonneaux depuis la route du col et s'est arrêté sur le toit, bloqué entre deux arbres. Il repose sur le côté droit. Larsen s'approche avec sa lampe pour regarder à l'intérieur. Deux hommes inertes sont dans l'habitacle dont les vitres ont explosé. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Encore du travail pour vous, monsieur le curé. 2 âmes de plus à recommander à Dieu. Avec un long soupir, l'ecclésiastique fait un signe de croix à distance de la voiture. Grizzly est toujours aussi agité, allant et venant dans la nuit de l'endroit où est son maître à un point invisible distant de quelques mètres. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans la voiture. Grizzly cherche à nous montrer quelque chose. De Villa suit son chien à une dizaine de mètres de l'automobile accidentée. L'animal s'est immobilisé à côté d'une forme, à moitié enfouie dans la neige. « Oui, Grizzly, j'arrive. Un peu de patience. Bon sang, quelle soirée !» Le paysan s'agenouille près de la forme inerte. Un homme gît, sans réaction aux gémissements et aux coups de langue de l'énorme chien, cherchant à attirer son attention. Arsène enlève un de ses gants pour vérifier si le cœur du blessé bat encore. Il perçoit de faibles pulsations sous la peau glacée. « Monsieur le curé, celui-là est vivant. Mais si on le laisse là, je ne donne pas cher de sa peau avec cette température glaciale. Regardez dans la voiture s'il n'y a pas une couverture ou quelque chose pour l'isoler un peu du froid. » L'homme d'église lève sa lampe pour éclairer l'intérieur de l'auto à la recherche de ce que demande son compagnon. Un bout de vêtement semble coincé derrière le siège conducteur. Un manteau. Cela ferait l'affaire pour l'instant. Il se rapproche le plus rapidement possible de l'endroit où se trouvent Arsène et Grizzly. « J'ai trouvé un manteau. »« C'est mieux que rien, » bougonne le paysan en attrapant le vêtement pour couvrir le blessé. Il commence ensuite à creuser la neige d'un côté. Comme s'il comprenait l'intention de son maître, le chien se met à creuser aussi. « C'est bien, mon chien. Tu as pigé ce que je veux faire, hein ?»« Ouais, c'est ça. Blottis-toi contre lui pour lui donner un peu de ta chaleur. » Le gros Saint-Bernard s'allonge près de l'homme inanimé, et Arsène positionne la tête du blessé entre les deux pattes avant du molosse. « Monsieur l'abbé, je vais aller chercher de l'aide. Vous restez avec Grizzly et cet homme. Je fais aussi vite que je peux. Nous sommes tout près de la route du col, je ne risque pas de me tromper de chemin. » Le paysan redescend vers le chemin et rejoint la route du col au niveau du Morzay. À partir de là, il est un peu plus facile de se déplacer, et surtout de se repérer aux maisons qui bordent la route. En outre, la route principale et les rues du village sont déneigées,
avec les mules et les petites étraves en bois fixes avec des pierres dessus pour lester le dispositif. Mais chaque hiver, la neige s'entasse, couche après couche, malgré le passage du chasse-neige, et les bordures de neige envahissent les trottoirs que les habitants et les commerçants peinent à enlever. Les cantonniers de la commune font de leur mieux pour casser la glace et la neige durcie à l'aide de pioches, de pelles et d'huile de coude. La neige est évacuée vers la décharge naturelle de l'eau noire, sur des glisses tirées par des hommes ou sur des tombereaux équipés de lugeons et tirés par des chevaux. De Villa frappe à la porte des Paches avec insistance. La porte finit par s'ouvrir sur un gaillard moustachu. « C'est toi qui tambourines comme ça, Larsen ?»« À juste titre, Louis. J'ai besoin de ton aide. »« Bonsoir, Franceline, » ajouta-t-il en apercevant la femme dudit Louis. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Une voiture accidentée en contrebas de la rue du Col. 2 des hommes qui étaient à bord sont morts, mais il y en a un 3e qui est vivant. Amoché, sans connaissance, mais vivant. Le curé et Grisi sont avec lui. Je te laisse t'habiller, je vais chercher Lucie. Je te reprends au passage. » Sans attendre la réponse de son ami, guide de haute montagne, il tourne les talons et monte une rue plus haut. Arrivé devant chez lui, il fait claquer ses brodequins contre le mur et pousse la porte qui donne sur l'Aouta. « Blanche, c'est moi. Lucie est là ?» Ce n'est pas sa femme qui lui répond. La Blanche des Bosons, comme l'appellent les gens du village pour éviter la confusion avec Blanche de Villa, une cousine d'Arsène, est encore à l'étable. « Oui, je suis là, papa. »« Habille-toi vite, j'ai besoin de toi, un blessé. Du boulot pour toi, l'infirmière. » La jeune femme n'en demande pas plus. Elle revêt un chandail sur sa robe, son manteau, son bonnet et enfile ses brodequins, avant de s'emmitoufler dans un grand châle et de glisser ses mains dans des moufles fourrées. « C'est bon, je suis prête », annonce-t-elle en attrapant un petit sac à dos contenant de quoi donner les premiers soins et une couverture. La jeune infirmière et son père redescendent en direction du chalet des Paches. Louis les attend devant la porte, harnaché de pied en cap et nanti d'un traîneau lardi. « Ce n'est pas très loin, » lance le paysan. « Environ 400 ou 500 mètres. » En chemin, Arsène explique les circonstances probables de l'accident qui a tué 2 hommes et laissé un 3e inconscient. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux de l'accident, les aboiements de Grizzly et la lumière de la lampe du curé les guident.